Bonjour Monsieur Courrèges. Oui, bonjour. Voilà. Donc, donc, visiblement, ce n'était pas du Zoom, c'était par téléphone. Vous êtes éleveur du Gers, engagé auprès de la coordination rurale. Et ce matin, nous vous recevons pour deux raisons, puisqu'on a appelé ça résister à la technocratie. C'est d'abord de revenir un peu sur une bonne nouvelle dont Maëlys Clausel nous avait parlé hier, la manière dont Lucas Waflart a réussi à récupérer pour 10 045 euros la ferme de ses grands-parents, et aussi pour parler un peu des gueux et de la manière dont la coordination rurale s'est agrégée à ce mouvement. Commençons par parler de Lucas. Donc, je crois que vous connaissez le dossier. On va le résumer très rapidement. Donc, un jeune agriculteur ne pouvait pas reprendre la ferme de ses grands-parents à cause des dettes qui accablaient ses grands-parents. Et donc, il a été décidé, au bout d'une procédure judiciaire, de mettre la ferme aux enchères. Et la coordination rurale a fait passer le mot à tous ceux qui auraient pu désirer acheter cette exploitation voilà, en faillite, de passer à côté et de ne pas enchérir. Oui, oui, tout à fait. Mes collègues du 47 ont fait le job comme il se doit. Ce jeune, apparemment, c'est dans le département voisin, hein, donc apparemment, ce jeune, ses grands-parents étaient en liquidation judiciaire. L'exploitation devait être vendue aux enchères, ce qui est inadmissible. Voilà, un jeune de 17 ans, plein de bonne volonté, qui veut bosser. On allait l'empêcher pour pouvoir agrandir encore une ferme, un voisin. Donc là, mes collègues de la 47 ont fait super bien le job. Ils sont montés au créneau, ils ont défendu le dossier, ils se sont battus comme d'habitude et ils ont obtenu gain de cause. Voilà. Donc le jeune peut être fier de faire partie de la CR 47, même de la CR tout court, et affaire à suivre, quoi. Voilà. Alors, affaire à suivre. Quand vous vous êtes mobilisé pour Lucas Waflart, donc cette ferme a été achetée en fait par la Chambre d'agriculture, si je ne m'abuse, pour Oui. 10 045 euros. Et l'idée, c'est que la Chambre la garde jusqu'à ce que Lucas soit en mesure de devenir Oui, exploitant oui, pleinement propriétaire de cette ferme. oui, voilà, tout à fait. Faut que, en fait, faut, comment dire, c'était soit ça, ou soit ça allait être encore un voisin qui allait s'agrandir. Donc, comment voulez-vous faire? Là, la chambre s'est portée caution. Elle attend que ce jeune finisse ses études et puisse arriver et travailler sur sa nouvelle exploitation. Voilà. Aujourd'hui, il faut bien se dire que ses grands-parents allaient se retrouver à la rue. En fait, c'est comme vous, vous arrivez à la retraite, on va vous enlever votre voiture et votre maison que vous avez capitalisée et vous vous retrouvez à la rue, quoi. Vous avez travaillé toute votre vie pour rien. Donc c'est inadmissible. C'est inadmissible. Voilà, donc, parce que effectivement, donc une fois la ferme vendue, c'était l'intégralité des bâtiments qui étaient vendus et les grands-parents de Lucas Waflart se retrouvaient, comme vous le dites, à la rue et lui, dont le rêve était de reprendre cette ferme, n'avait rien. Comment expliquer qu'une ferme qui visiblement n'est pas construite en marbre précieux avec des gens qui partent en vacances aux Maldives toutes les 15 jours ait pu arriver comme ça à cette situation économique Ben, dangereuse? aujourd'hui, vous avez les intrants qui ont triplé en termes de prix. Vous avez tout ce qui est fuel, tout ça, ça a triplé aussi. La surenchère du monde agricole, j'ai envie de dire, le matériel, ça vaut une fortune. Tout coûte cher et nos prix baissent. Donc forcément, à un moment donné, il se passe, la balance tourne de sens, quoi. Hein. À un moment donné, il se passe un retournement de situation et on se retrouve dans des situations très compliquées, quoi. Très Et compliquées. les prix, eux, n'augmentent pas et même chutent, et ça parce que d'une part, ils sont fixés en fait au niveau international et pas au niveau français, et que Voilà. les agriculteurs n'ont pas en fait la possibilité de fixer un prix honnête sur Voilà. un marché avec des acheteurs français. Et voilà, on est sur des marchés mondiaux. En fait, c'est l'offre et la demande. Là, vous voyez, dès qu'il y a un truc comme la guerre c'est quoi ça s'appelle, la guerre En Ukraine? en Ukraine, eh bien, forcément, les spéculateurs jouent de ça et font augmenter les prix. Et voilà. Et donc, on maîtrise pas
nos achats ne maîtrisent pas nos ventes. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Voilà, C'est parce pas que, possible. que ça fait augmenter le prix des intrants, c'est-à-dire de ce qu'on fait rentrer dans l'exploitation. Dans Voilà, l'exploitation, le les intrants, carburant, les engrais, les semences. voilà, tout ce Mais qui est par contre, produits phytosanitaires, tout ce qui est matériel, voilà, c'est tout ce qu'on a besoin pour produire. ouais. Voilà. La coordination rurale a connu une percée absolument incroyable aux dernières élections parce que par rapport à un syndicalisme de progrès, comme disent vos concurrents, par rapport à un syndicalisme constructif, comme disent vos concurrents, en fait, vous vous êtes rendu compte, vous, la coordination rurale, qu'il y avait en fait un problème de représentation des agriculteurs en France et que sous prétexte de syndicalisme de progrès, on était plutôt totalement dépendant d'un système agro-industriel qui n'en a rien à faire des petites exploitations et des paysans. Mais je veux pas tirer sur mes concurrents, mais Non, non, je le fais, rassurez-vous. le président, leur président, c'est qui? C'est Monsieur Rousseau. Monsieur Rousseau, c'est quoi? C'est un agro-industriel. Donc, il va pas défendre les petits agriculteurs. Il faut pas rêver. Voilà, effectivement, Monsieur Rousseau, c'est le groupe Avril, voilà, énorme groupe agro-industriel français. On peut se féliciter de sa réussite, mais effectivement, il n'est pas là pour défendre Lucas Vaflard et ses grands-parents. La coordination rurale dans votre département a gagné les élections? Oui, on a gagné les élections chambre. Nous avons obtenu la chambre. Donc, Monsieur Candelon, qui était ancien président de la coordination rurale, est passé président de la chambre d'agriculture du Gers. Et moi, je suis passé président de la coordination rurale 32. Voilà. Alors, en ce moment, on sait que la coordination rurale est très présente, par exemple pour soutenir véritablement un petit agriculteur comme Lucas Vaflard, mais aussi sur un niveau plus national pour s'opposer au Mercosur. Et là, débarque dans le paysage politique un peu un ovni, Alexandre Jardin et son mouvement des gueux. Et on a l'impression que la coordination rurale est assez intéressée par ce phénomène et a envie de participer à cette révolution que nous propose Alexandre Jardin. Je ne sais pas si c'est une révolution, mais c'est vrai que, comment dire, comment m'expliquer, c'est pas, enfin, nous on ne veut pas jouer aux révolutionnaires, hein, loin de là, mais nous ce qu'on veut aujourd'hui c'est se défendre pour pouvoir produire, pour pouvoir vivre de notre métier, voilà. Après on va pas partir en guerre non plus, quoi, voilà, mais notre métier est agriculteur. Bon, il faut le défendre, ok, mais on ne peut pas faire que ça. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, on a des exploitations à faire vivre. Bon, c'est très bien d'aller se défendre, hein, c'est pas le souci, mais c'est pas notre métier. On devrait avoir un prix en face et on devrait pouvoir vivre de notre métier. Point. Voilà. Alors, vivre de votre métier, c'est aussi jouer sur le prix de l'énergie, puisque donc vous êtes obligé d'acheter de l'électricité. Alors, pour tous ceux qui ont des installations comme des grandes stabulations, des poulaillers industriels, ont besoin en fait d'électricité. Vous-même, tous ceux qui ont des tracteurs ou d'autres types d'engins ont besoin de fuel. Le prix de l'énergie est devenu une variable incroyablement importante dans le compte d'exploitation d'une ferme. Ah mais bien sûr, c'est un quart du budget, quoi. Voilà. Aujourd'hui, moi, sur ma petite exploitation, j'ai 100 hectares. On a Je l'impression qu'il y a consomme... des moutons derrière vous. Oui, il y a des moutons. Il y a des moutons et des chèvres. Je m'en excuse. Non, Excusez-moi. au contraire, voilà, c'est les vrais bruits de la campagne. Je vous poserai une question là-dessus tout à l'heure, puisque... Ouais. Donc il faut pas oublier que c'est un quart de notre chiffre d'affaires, quoi, qui part en énergie. Voilà. Et donc ça aussi, donc il y a eu des propositions pour demander au gouvernement de faire en sorte que les agriculteurs, alors vous avez déjà un prix préférentiel sur le fioul agricole si je ne m'abuse, mais il avait été prévu de faire sauter cet avantage, qui même si minime soit-il, il fallait quand même le raboter. Donc je crois que ça fait partie des choses qui vous ont fâché. Et je crois qu'il y a aussi des propositions pour qu'il y ait un prix de l'électricité spécifiquement destiné aux agriculteurs, comme on essaye d'en étudier un spécifiquement destiné aux industriels. Ouais, alors ça je suis pas sûr qu'on y arrive. Je pense que le gouvernement nous écoute pas. On n'a rien à faire de ces agriculteurs. Je pense qu'il en a rien à faire tout court des gueux, quoi. Quand je dis les gueux, c'est tous les gens qui travaillent, quoi.
Je pense qu'ils privilégient les gens qui font rien. Et voilà. Mais il y a du souci à se faire pour nos enfants, quoi. Alors, Parce que tout à l'heure, je vous écoutais avec M. Mélenchon, je ne vais pas faire la politique, mais avec des zèbres comme ça, on est bien parti, quoi. et c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'impression que Jean-Luc Mélenchon soit très excité sur la sauvegarde des populations agricoles voilà, et qu'il a l'air de vouloir élever autre chose que des chèvres et des moutons. On est, bien d'accord. je suis en train de recevoir Jérôme Courrèges de la coordination rurale. Tout à l'heure, nous parlerons évidemment d'actualité internationale avec Mériadec Raffray, mais revenons à la coordination rurale et à vous, Jérôme Courrèges. Vous êtes donc agriculteur dans le Gers avec des chèvres et des moutons. Vous commercialisez la viande, vous commercialisez le lait Ouais, on commercialise la viande par le biais d'un boucher, un mouton, et le lait, on travaille avec une coopérative. Voilà. Voilà. Et donc ça, ce sont des outils de production enfin, ce sont des circuits courts. Vous essayez en fait de ne pas passer par les grandes centrales d'achat. Voilà. Bon, après sur le lait, oui, on est avec une coopérative, donc avec un grand groupe, donc on passe par des centrales d'achat. Mais sur la viande ovine, on fait un circuit court pour chanter tout ça, et ça se passe plutôt pas mal. Voilà. La marge de la grande distribution, eh ben, c'est nous qui la prenons. C'est vous qui la prenez, ça ne fait pas de vous un homme riche. Est-ce que vous avez... Voilà, je rassure tout le monde, nous ne recevrons pas des milliardaires au petit matin. Est-ce que vous avez l'impression que la coordination rurale est en mesure d'aider les agriculteurs comme ça à se libérer un peu de ces intermédiaires trop gourmands ? Oui, la coordination rurale, avant d'être un syndicat agricole, c'est une grande famille. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et s'il y en a un qui est dans la merde aujourd'hui, demain, il y a tout le monde. Et aujourd'hui, par le biais du bouche à oreille, parce que là, il y a des agriculteurs, mais il y a aussi des bouchers, agriculteurs. Et en fait, par le bouche à oreille, on arrive à travailler tous ensemble et à utiliser les productions de chacun, quoi. Voilà. Alors, c'est la manière dont vous vous organisez, donc c'est essayer de diminuer les intermédiaires, essayer comment dire, de mutualiser la compréhension des règlements agricoles qui est de plus en plus compliquée, essayer de demander des subventions, là aussi en mutualisant les efforts de compréhension comptable et légaux des dossiers. Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, nous, on cherche de rendre du revenu à l'agriculteur. Donc, par tous les leviers, on essaye de tirer tous les leviers pour essayer d'obtenir ce revenu. Bon, c'est pas gagné, mais ça devrait le faire. Alors c'est pas gagné parce que voilà, le combat a commencé il y a pas si longtemps. Quand est-ce que la coordination rurale a été créée ? Elle a été créée par M. Lignot en 80, je sais plus exactement, 97 ou 98, ou même plus jeune que ça, je sais pas exactement, j'ai pas les chiffres en tête. Et s'il y a des anciens de la coordination rurale qui m'écoutent, ils doivent dire mais il est bête ce type, il sait même pas la date. Bah, mais 91 me souffle. 91, ouais, voilà. Donc vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui qu'on se bat. Et nos anciens, il y a encore des anciens de la création de la CR 32 qui sont encore avec nous en train de se battre. Ils sont à la retraite et ils nous aident, vous voyez. Oui. Donc le combat ne sera jamais fini tant qu'il y aura un gouvernement dessous. Et voilà. Et est-ce que vous avez, depuis que la coordination rurale a quand même réussi à prendre plusieurs chambres d'agriculture à ses concurrents, est-ce que vous avez le sentiment que les choses commencent à changer, que les pouvoirs publics vous considèrent autrement ? Oui, bien sûr. Alors, à petite échelle, ils nous considèrent, on est un peu plus écoutés. Mais demain, il faut en avoir au moins la majorité des chambres sur le national pour pouvoir avoir du poids sur l'Europe. Et ça, les prochaines élections syndicales, c'est dans 4 ans, 5 ans, 6 ans ? 6 ans. 6 ans. Bon, 6 ans de conquête de territoire. Voilà.
Le combat n'est pas fini. Alors, le combat n'est pas fini. Reparlons des gueux et d'Alexandre Jardin. Pourquoi est-ce que la coordination rurale a décidé d'aider systématiquement, enfin j'ai l'impression systématiquement les initiatives des gueux, et notamment la coordination rurale s'est associée à cette grande manifestation qui va avoir lieu à Erdevenne samedi 28 juin pour protester contre l'éolien en mer? Écoutez, ça, je suis pas au courant. Je vous dirai des sottiseries. Sur ce sujet-là, je sais pas. Et ça, comment dire, je ne suis pas assez renseigné pour répondre à cette question. Voilà. D'accord. Et sinon, est-ce que ce mouvement des gueux, donc avec le fait de vouloir reprendre le contrôle d'une partie de nos vies en évitant les zones à faible émission qui en fait empêchent ceux qui ont une voiture qui est prétendument polluante de circuler, ou la loi de programmation énergétique qui va coûter des milliards, ce sont des sujets qui agitent le monde agricole? Ben écoutez, moi j'ai une voiture qui est pas vieille, qui est de 2016. Elle a une vignette jaune. Demain, je pourrais plus rentrer dans Toulouse. C'est quoi ce travail, quoi? La voiture, elle est pas vieille, elle pollue pas. C'est une aberration pour acheter des voitures électriques. La voiture électrique, c'est vrai qu'elle pollue pas. Quand on voit tous ces drôles qui vont tirer tous ces minerais à la main, c'est vrai, ça pollue pas, ça. Ça, c'est non. Il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. On fout l'écologie pour faire de l'argent. Voilà. En fait, ils en ont rien à faire du monde, du monde et de la planète. Ce qu'ils veulent, c'est faire des profits. Voilà. Et est-ce que la véritable écologie, c'est celle en fait que vous menez avec Mais bien sûr, nous agriculteurs, tous les jours, on façonne le paysage. On est plus écologique qu'un écolo qui traverse le monde avec son avion de merde, là. Il faut arrêter avec ça. Alors, Il faut arrêter. et cette écologie au quotidien, cette écologie sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire? On reproche aux agriculteurs de polluer avec les engrais, avec les herbicides. Mais parce qu'on fait une mauvaise image. Maintenant, dès que vous sortez avec votre pulvérisateur, de suite vous allez mettre du glyphosate. Ils ont que ça dans la bouche, les gens. Mais une plante, ça ne vit pas de glyphosate. Un glyphosate, ça tue. Et quand on fait un fongicide, c'est vous, comme vous, quand vous prenez un Doliprane. Une plante, c'est un être vivant, c'est pareil. Si vous soignez pas, vous n'allez pas avoir une longue vie. Eh bien, une plante, c'est pareil. Si vous la soignez pas, elle va pas avoir une longue vie, elle va pas faire un rendement. Voilà. Donc, il faut arrêter de toujours taper sur celui qui travaille. Et il faut surtout que tout ce système écologique, et c'est de l'écologie punitive. Et il faut qu'ils arrêtent, il faut surtout qu'ils viennent avec nous et qu'on leur fasse voir ce que c'est la vraie agriculture et ce que c'est la vraie écologie. Voilà. Parce que donc la véritable écologie, c'est par exemple l'écobuage. C'est quand on est un peu voilà. Donc l'écobuage, c'est le fait de sarcler, de brûler, de faire en sorte d'entretenir les petits champs, enfin les petites pâtures en pente. Mais vous allez l'expliquer sûrement mieux que moi, l'écobuage. Voilà, l'écobuage, c'est un outil de travail qu'ils ont à la montagne. En fait, dans des parcelles en pente, ils brûlent à une certaine époque. Ils brûlent pas comme des fous, ils brûlent, c'est bien maîtrisé. Et après, l'herbe elle repousse super verte. Il n'y a plus de ronces, il n'y a plus de tout ce qui est petit arbuste que les animaux ne mangent pas. Voilà. Et aujourd'hui, s'ils n'ont plus l'écobuage, et qu'en plus ils sont embêtés par le loup et par les vautours, à un moment donné, la montagne elle va se refermer. Il y aura des marcheurs peut-être, et encore s'ils se font pas bouffer entre-temps. Voilà. Alors, non seulement les marcheurs risquent de rencontrer un loup, ce qui est toujours désagréable, mais en plus, on voit bien que quand ces petites pâtures ne sont pas entretenues, elles ne deviennent pas un champ de fleurs, elles deviennent un champ de ronces, généralement. Un champ de ronces, un champ de saleté, ça devient des arbres, la nature reprend son droit. Et la montagne, elle n'est pas née verte, c'est l'homme qui l'a façonnée. Et vous-même, donc je ne sais pas si vous me parlez de Toulouse, donc vous ne devez pas non plus avoir une exploitation dans les Pyrénées, mais si ça se trouve si. Non. Voilà, dans le Gers, c'est vallonné, mais c'est pas encore montagneux. Quelles sont les pratiques normales en fait d'un éleveur de moutons et de chèvres quand on est dans ce type de paysage? Nous c'est pas pareil. On est sur des rotations culturelles, donc
Nous, si vous voulez, tous les 3 ans, on lève les prairies, on met une céréale et ça va dans notre système culturel. Après, on n'a pas des pentes à pas pouvoir mécaniser, donc nous, on peut utiliser un gyrobroyeur pour tondre, quoi, si je peux dire, et on peut entretenir mécaniquement, même si on n'a pas les animaux. Mais c'est vrai qu'en montagne, vous n'allez pas descendre en montagne en tracteur, hein, il faut pas rêver. Et est-ce que le problème des agriculteurs français, c'est pas d'une part le fait que on a l'impression que l'État ne privilégie que les grosses exploitations au détriment des petites, et par ailleurs que les gens ne savent plus en fait ce que c'est qu'un paysan et un agriculteur? Ben, le problème, c'est que vous savez, c'est plus facile de mener par le bout du nez une grosse structure qui a des ouvriers et qui a 1000 ou 1500 hectares, même pour les contrôler, c'est beaucoup plus facile que d'aller contrôler 10 petits agriculteurs qui se révoltent. Voilà. Et les 10 petits agriculteurs que se révoltent, justement, ils se révoltent parce que eux, leurs exploitations, elles font quoi, entre 50 et 150 hectares en moyenne? Oui, voilà, grosso modo, c'est ça. Hein. C'est l'exploitation moyenne, elle est là, quoi. Et on se retrouve en fait avec de moins en moins d'exploitations familiales en France. Est-ce que ça fait partie aussi des combats de la coordination rurale pour Bien essayer de sûr. travailler une fiscalité patrimoniale? Bien sûr, en fait, l'agriculteur, on dit qu'il travaille pauvre toute sa vie, il meurt riche. Pourquoi? Parce qu'en fait, il capitalise son exploitation toute sa vie et au moment de la retraite, soit il la cède à ses enfants, bon, et là, il n'est pas riche du tout, ou soit il la vend. Et s'il la vend, bon, il a un petit capital, voilà, il a un petit pécule pour la retraite, voilà. Bah, Parce que mais vous savez qu'une retraite de paysan, c'est 850 euros. Hein. voilà, 850 euros. Donc, on travaille toute sa vie, on cotise toute sa vie et on a même moins que certains qui ont des allocations Voilà, sociales sans avoir jamais voilà, travaillé. voilà. Et alors en plus, on cotise chaud. Hein. Moi, je vois tous les 6 mois, c'est 18 000 euros de MSA hein, pour toucher 850 euros de retraite. C'est, euh, c'est une aberration. Si on se mettait l'argent de côté, je peux vous garantir qu'on aurait une jolie retraite. Bah, mais bon, voilà, effectivement, la question des retraites. D'ailleurs, voilà, si je ne m'abuse, le grand conclave des retraites de François Bayrou se conclut sur un échec, un de plus, pour François Bayrou. Votre combat à la coordination rurale dans les mois qui viennent, est-ce que vous avez des priorités? Est-ce que vous avez un axe d'action particulier sur lequel vous allez insister? L'axe d'action, c'est toujours pareil, hein, c'est le revenu et qu'on nous laisse travailler, voilà, qu'on ait moins de contrôle, hein, c'est tout ce qu'on demande, hein, qu'on puisse travailler calmement en paix, quoi, sans toujours avoir la peur d'être fliqué, de prendre une amende et voilà, hein, c'est tout ce qu'on demande, hein, nous de pouvoir travailler tranquillement, et c'est tout. Alors, à propos d'amende, et pas si loin de chez vous, justement, un éleveur de vaches vient d'avoir une amende de 68 euros parce qu'il avait mis des cloches au cou de ses vaches et qu'on a considéré que c'était un bruit très déplaisant. Ouais, non mais on en est toujours là, hein, voilà. Des néo-ruraux qui pensent que la campagne, c'est le calme et les autres qui chantent, mais il ne faut pas oublier que la campagne, il y a des gens qui en vivent. La campagne, c'est un outil de travail. C'est pas, c'est pas la maison de vacances au milieu de nulle part. Il ne faut pas rêver, quoi. Alors on en est là. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, c'est un adhérent de chez nous, son coq chante à 7h20 le matin. Ça dérange des retraités. Non, non, mais ça peut plus durer tout ça. Ça peut plus durer. Voilà. Et alors, c'est amusant ou pas, parce que donc il y a une loi normalement pour protéger le patrimoine sensoriel des campagnes. Il y a une loi en avril 2024 pour faire en sorte que comment dire, régler les conflits de voisinage. À chaque fois, des lois passent et en fait, on a l'impression que les décrets d'application, eux, ne sont pas pris et que on a toujours quelqu'un qui imagine une manière supplémentaire d'ennuyer les paysans. Vous parliez d'un coq. Du côté de Lyon, par exemple, une dame considère qu'un coq chante trop et elle a expliqué qu'en fait, on n'était pas en zone rurale, mais qu'on était en zone périurbaine, selon l'INSEE, et que puisqu'on est en zone périurbaine, donc elle a le droit d'attaquer la personne qui possède ce coq en lui réclamant non seulement le départ du coq, mais en plus 4 500 euros de dommages et intérêts pour avoir entendu un coq chanter. Je crois qu'il chante 5 à 6 fois par jour, ce qui est effectivement insupportable pour un retraité moyen. Ouais, non, mais il faut. Enfin,
On peut jouer toujours sur les mots quand c'est pour piquer l'argent de son voisin. Il n'y a pas de problème. Nous, on a un problème aussi sur un coq et apparemment le coq va la faire mourir. Donc c'est très compliqué. Au jour d'aujourd'hui, c'est les gens. Le problème, c'est ils sont de mauvaise foi. Voilà, c'est tout. Et ça, et ils essayent tout est bon pour essayer de faire du revenu. Voilà, donc il faut arrêter. Il faut arrêter. En fait, il y a des lois qui ne sont pas faites pour le monde paysan. Il y a des lois qui sont plus faites pour les habitants des villes que pour les habitants des campagnes. Et est-ce que on peut est-ce qu'il y a moyen de lutter contre cette technocratie qui n'imagine qu'un réel parfaitement quadrillé, pesé, millimétré, où rien ne bouge, rien ne sent, rien ne fait de bruit, rien ne chante? Je pense que tant qu'on n'aura pas renversé ce gouvernement, il n'y aura rien qui bougera. Bon, eh ben, voilà, je ne peux pas dire, je ne peux pas dire qu'on l'attend. Est-ce que dans le Gers, voilà, vous avez gagné ces élections avec la coordination rurale, vous êtes en train de mettre en place plusieurs actions. Un mot de conclusion pour dire quel est le message que vous avez envie d'envoyer aux autres agriculteurs qui, pour le moment, ne sont pas encore à la coordination rurale? Venez nous rejoindre, vous allez voir la différence. Ah, bah, c'est un joli mot. Voilà, mais c'est peut-être un tout petit peu court. Si on devait revenir très brièvement sur le cas de Lucas Waflard, est-ce qu'il y a d'autres cas comme le sien et est-ce que la coordination rurale compte là aussi se mobiliser sur d'autres fermes en faillite? Ah, mais de toute façon, partout où il y a un adhérent qui sera en difficulté, la coordination rurale sera là. Je parle pour le Gers, mais je peux parler aussi pour mes collègues. On ne laisse personne en chemin. Le mot est clair. On ne laisse personne en chemin. Voilà, c'est une excellente conclusion. Merci beaucoup, Jérôme Courrèges, d'avoir été avec nous. Et à très bientôt, j'espère, sur Radio Courtoisie pour reparler de ce monde agricole.